et c'est moi qui vais commencer. Alors j'avais déjà un petit peu teasé ça la semaine dernière. Il faut savoir que bah, j'ai des couverts Gantz plutôt sur le tard, je dois avouer. Donc déjà avec la Perfect Edition, pas avec l'édition de base. Et je les ai adorés. Je les ai achetés tous très 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 rapidement après ça. Je les ai bouffés. Et lorsque j'ai découvert du coup par la suite qu'il y avait un spin-off donc qui était Gantz E, et ben pareil, j'ai sauté dessus. Donc je les ai, bah, j'ai bouffé les 6 qui sont sortis. Donc je me suis dit que j'allais parler un petit peu de Gantz E. Alors Gantz c'est quoi? C'est un seinen de science-fiction, quand même un grand classique hein, du manga seinen. Au niveau de l'histoire, c'est à la fois simple et complexe. Partez du principe qu'une fois que vous mourrez, alors je ne sais pas si c'est tout le monde, je pense que c'est que certaines personnes, lorsque certaines personnes meurent, en fait, elles se retrouvent dans une salle, et au milieu de cette salle, il y a une boule noire. Dans cette boule noire, il y a un type qui ne bouge pas. C'est un peu bizarre, puis je ne vais pas trop en dire. Et en fait, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette salle vont devoir s'équiper, comme vous pouvez le voir sur l'image, pour affronter des monstres géants, des statues, des guerriers. Et donc, en fait, vous avez un mélange de survival et de science-fiction en même temps. Et le but du jeu, bah, c'est d'éliminer le boss lors de ce jeu. Les guillemets sont importants. Hein, lors de ce jeu, puisque bah, je mets les guillemets, puisque bah, si vous mourrez, bien sûr. Euh, pour gagner des points, au début, on ne sait pas à quoi servent ces points. Et puis, une fois que vous atteignez 100 points, on vous laisse plusieurs possibilités. Et là, c'est à vous, du coup, de voir quelle est la possibilité que vous choisissez. C'est franchement très, 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 très cool. Je ne peux que vous conseiller. Les deux premiers tomes de Gantz sont quand même assez, comment dire, représentatif de l'ensemble de l'œuvre. Donc vous n'êtes pas obligé de vous taper toute l'œuvre pour vous faire votre avis. Donc je ne peux que vous conseiller d'acheter un ou deux tomes et clairement de vous faire un avis là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé. Pourquoi Seinen par rapport à la violence, par rapport au sexe, il y a quand même pas mal de scènes un peu dénudées. Mais pour le coup, beaucoup de violence. Et Gantz E, donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Pourquoi c'est un spin-off? Bah, parce que c'est quand même une autre histoire avec d'autres personnages et qui se passe plus à l'époque Japon féodal. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui change, la recette est la même. Alors déjà, pourquoi la recette est la même? Bah, parce que le scénariste est le même, forcément, ça aide. Et par contre, il y a un autre dessinateur, mais franchement, on s'y retrouve. Il n'y a pas de quoi être déçu. Et je dirais même qu'on a toujours cette originalité autour des monstres à abattre. C'est toujours aussi chouette. Alors après, c'est peut-être le scénariste qui, même s'il ne dessine pas, qui donne ses directives au niveau des ennemis affrontés. C'est tout à fait possible. Ça, je l'ignore. En tout cas, on s'y retrouve. C'est toujours aussi cool. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez la fameuse scène avec la boule noire au centre et tous les participants qui vont, malgré eux, devoir combattre des adversaires en équipe. Un autre classique qui pour le coup ne m'a pas déçu, hein, après bon voilà, c'est un classique, et à juste titre. Comme souvent pour la plupart des œuvres de Miller, pas toutes, hein, j'ai encore le Dark Knight Strikes Again, dans la tête. Mais, mais là pour le coup, c'est vraiment du Miller, bah, en fait, c'est un peu facile de dire que c'est Daredevil année 1, mais en même temps ça l'est un peu aussi. Et puis bon, même si c'est pas juste un copier-coller en termes de trame narrative, c'est un peu le même traitement, quoi. On prend un personnage et on redéfinit ses origines, ou en tout cas les éclaircit, on fait un récit dessus, et bah, ça devient un peu la version canon en fait finalement des origines du personnage. Donc voilà, donc Daredevil, l'homme sans peur, de Frank Miller au scénario et John Romita Jr. au dessin. Hop, du coup j'en profite pour passer au point suivant. Avant même de parler un peu de l'histoire, tout ça, j'ai quand même m'attarder sur les dessins de Romita Junior qui sont. Alors j'ai mis Kito Double. Alors je parle pas sur ce bouquin, mais je parle vraiment dans ses travaux. Et vraiment, je trouve que Romita, enfin Romita Junior et pas senior, c'est quelqu'un qui, en fonction des
titres sur lesquels il travaille, j'en retire une appréciation quand même, qui peut beaucoup mitiger, qui peut beaucoup changer. Là, par exemple, sur ce Daredevil-là, je trouve que ça passe, mais comme, enfin, ça passe nickel, quoi. Et par exemple, je sais qu'il y a pas très, très longtemps, il a bossé sur du Superman pendant la New 52 et j'avais beaucoup moins, je sais pas, je trouve que son style collait beaucoup moins, je sais pas, à l'univers du Superman ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai aussi lu, par exemple, ce qu'il a fait sur, Les Éternels et là, pour le coup, ça a passé beaucoup mieux. Peut-être qu'il a un je sais pas, peut-être que le côté Kirby passe mieux avec style, je sais pas. Mais en tout cas, pour ce bouquin-là, on est même beaucoup plus dans le double que dans les kits. Donc voilà, pour le coup, le travail de Romita Junior sur ce bouquin, je le trouve, vraiment fantastique. Que ce soit dans ses, je sais pas, ouais, dans les poses qu'il influe au personnage, dans les designs. Après, il y a aussi, tout le travail de ceux qui travaillent au niveau plus de l'encre, au niveau des couleurs. J'aime beaucoup notamment le panel en bas à gauche, de Stick et de Matt qui parcourt les toits de New York en espèce de ciel un peu crépusculaire où on voit le soleil, un peu les couches un peu rosées, du coucher de soleil et puis enfin en haut la nuit qui arrive à tomber. Enfin voilà, c'est une case parmi tant d'autres, mais ça reflète un peu la qualité du travail. Voilà, puis après bon, Daredevil qui se balance dans la ville, c'est toujours aussi stylé. On a des poses, où genre Matt se tient comme le roi du drama qu'il est, sur un toit, il pleut, c'est très très dramatique, très, mise en scène, mais ça fonctionne très, très bien, surtout pour un personnage comme ça. Et puis, voilà, le Elektra qui, fait forte impression très, très vite. Bon là, j'ai mis un peu la case un peu, provocatrice, hein, où elle est pas beaucoup vêtue, mais dans le reste de l'histoire, elle a un peu plus de vêtements que ça, Dieu merci. Et voilà, enfin, ça fait toujours mouche. Et que ce soit au niveau, du scénario, c'est pareil. Alors c'est pas spécialement, une histoire, qui irait avant tout de fond en comble, mais c'est juste que ça établit une origine, qui fonctionne très, très bien, quoi. Le développement du père de Matt, Jack, oui, je crois que c'est Jack. Les années, toute la scolarité de Matt, comment il évolue, le début de son entraînement avec Stick, ses années, du coup le décès de son père, les années à l'université et un peu son avènement en tant que le héros qu'il est amené à devenir. Donc voilà, ça sort pas du cadre, mais ça le fait très très bien, de manière excellente. C'est pas pour rien que, ça fait partie des immanquables en fait finalement dans le parcours de du justicier aveugle. Entre ça et Renaissance, ou Born Again qui est aussi de Miller, ça fait partie un peu des récits classiques, un peu plus anciens qui, je pense, doit faire partie de la liste un peu des œuvres à forcément lire si on est fan du personnage. Voilà. Et puis pour le coup, je trouve que les dessins de Romita Junior ont un peu une qualité un peu intemporelle, où je trouve que son style a pas trop évolué. Et ouais, alors je sais plus quelle année c'est, L'homme sans peur, je sais plus si c'est fin des années 80 ou début 90, Et tu l'as mis mais sur bon, je trouve que les ça. images d'avant, je crois, non? Ah bah oui, oui, 93. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc ouais, je trouve que ça passe. Enfin, ouais, pour un truc qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant. Attends, 30 ans? Oui, 30 ans. Euh, je trouve que ça passe très très bien. Alors je trouve que les dessins, ils ont presque un côté un peu, surtout avec Electra, il y a un côté un peu Team Sale dans un long Halloween. Alors je sais pas si c'est les cheveux ou les trucs comme ça, mais il y a un petit peu ce côté-là. Mais voilà, je trouve que l'aspect graphique, il vieillit plutôt plutôt bien. Voilà, surtout Ok. comparé à ce qu'il faisait à l'époque, 93, on arrive dans l'âge sombre des années 90. Donc je trouve que voilà, c'est un banger quoi. En plus, je crois que c'est Oui, bien sûr. 5 ou 6 numéros, c'est pas très long. Et puis après, classique. Alors, d'une part, pourquoi c'est un classique déjà? Parce que tu l'as dit, il est très bon. Mais en plus, bon, Daredevil n'a quand même pas le rythme de parution d'un Batman où, pour Batman, tu vois, un gros bouquin Batman jugé exceptionnel quand même tous les 5 6 ans. Mais c'est pas étonnant puisque tu as 10 bouquins par Batman qui sortent par an, Ouais, peut-être même par trimestre. ouais, Daredevil, on en est loin. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas rare non plus que lorsque l'on donne des incontournables, on n'hésite pas à remonter quand même plus loin que par exemple pour du Batman.
Et celui-là, oui, il est Ouais, exceptionnel, c'est vrai clairement. que Daredevil, ouais, il y aurait Bellhomme sans peur, Renaissance, la run de Zdarsky récemment, qui est dans les Mhm. classiques contemporains, je dirais. Mais c'est vrai qu'après bon, je j'ai pas lu beaucoup de Daredevil non Et puis plus, de donc je suis manière pas au générale, il y fait a de toutes de bonnes ces choses aussi, hein. Après, de là à le dire que c'est un mmh. incontournable, bon, Ah, seul le temps nous le dira. aussi. Ça, c'est ça que ça ouais. Et ouais, pour revenir sur Matt, sur ce que tu dis, c'est vrai que ouais, en fait, c'est vrai que le bouquin prend, fait en sorte de changer beaucoup de choses, enfin, beaucoup de choses. De ouais, bah, là, par exemple, sur le fait que Batman a toujours su l'identité du Joker, heu, c'est vrai que moi aussi, ça me rend un peu perplexe, surtout qu'ils en font pas grand-chose avec par la suite, mais ça, c'est plus un problème au niveau de l'éditeur et des plannings de toutes les séries créatives, etc. Mais je vais quand même souligner que j'apprécie le fait de prendre des risques et de se dire et de vouloir un peu changer le statu quo. Voilà, mais c'est vrai qu'après je peux comprendre que après c'est clivant hein, comme choix, donc voilà, je comprends tout à fait. C'est vrai que moi ça me laisse encore un peu perplexe à ce niveau-là. Je te relaisse la main. Yes. Alors, je vais parler maintenant d'un autre manga. Alors, il faut savoir que j'ai sauté dessus. Pourquoi? Parce que j'adore Tetsuya Tsuitsui. Je vous l'avais dit, hein, la dernière fois, je vous avais déjà parlé d'un manga de cet auteur et je vous avais dit que j'en avais quand même pas mal et qu'au fil du temps, j'allais vous en présenter d'autres. Bon, bah, c'est le cas aujourd'hui puisque j'ai enfin récupéré le troisième tome de Noise. Quand je dis enfin le troisième tome, ça sous-entend aussi que j'ai l'intégrale. Il est connu pour faire des séries courtes, hein, des fois un one-shot, mais souvent plutôt trois quatre tomes. Donc là, 3 tomes. Au niveau de l'intrigue, le postulat de base est assez simple. Au final, c'est un fouteur de merde. Je vois pas d'autres mots. Si, fouteur de merde et homme très dangereux en fait qui arrive dans un petit village, vraiment le petit village paumé dans les montagnes. Et ce village a enfin réussi à percer et à entre guillemets vivre dans des conditions un peu plus meilleures. La tournure de phrase était foireuse, dans de meilleures conditions. Pourquoi? Grâce en fait à un cultivateur qui va, si je me souviens bien, ce sont des fruits, qui va cultiver des fruits en fait qui vont avoir une couleur particulière. Et du fait qu'il va y avoir un reportage sur ces fruits, voilà, le village va un peu sortir de l'anonymat et avoir sa petite réputation par rapport à ça et une certaine indépendance économique, en tout cas tout doucement il s'y dirige. Et le problème c'est lorsque cette personne, ce fouteur de merde comme j'ai dit, arrive au village pour trouver un boulot, euh, le cultivateur le perce assez vite à jour, il sait clairement lire entre les lignes, il voit que ça va très très mal se passer et de fil en aiguille, il se passe des choses et en fait, il le tue. Donc, sauf que même si le mec était une mauvaise personne, on peut pas tuer des gens comme ça. Donc forcément, il y a une enquête, il y a des policiers qui arrivent et c'est ça, Noise. Ça va être vraiment cette enquête au sein de ce petit village avec le fait que les villageois veuillent quand même conserver un peu cette tranquillité. Encore plus le policier qui est dans le village qui part vraiment du principe qu'il y a la police rurale qui est extrêmement différente de la police des grandes villes, que le but n'est absolument pas identique pour ces deux types de police. Et c'était pas trop mal. Alors, pas trop mal, c'est du coup, dans un sens, c'est quand même un peu décevant hein, par rapport à cet auteur. Faut dire que moi, les autres œuvres, je les ai vraiment beaucoup aimées. Donc là, si je dis que c'est pas trop mal, c'est bien, mais je m'attendais quand même clairement à mieux. Après, le tome 3 relève un peu le niveau. Il y a notamment un petit twist auquel je ne m'attendais pas. C'est quand même chouette. Et surtout, la qualité graphique, par contre, celle-là, elle est toujours là. Rien à dire. Je sais pas si je peux vous montrer vite fait. Hop là. Hop. Zou, zou. Et sinon, bien sûr, il y a Google. Mais voilà, bon, ça fait un moment que, au niveau de la patte graphique, que l'auteur n'a vraiment plus rien à prouver. Donc, si vous êtes du genre histoire courte, sachez que ça peut être une bonne option. Franchement, c'était très chouette. Si à l'inverse, vous devez faire des choix, dans ces cas-là, je ne peux que vous conseiller quand même cet auteur, mais peut-être d'autres mangas que celui-là.
Et donc je disais concernant le mangaka, vous pouvez très bien attaquer Prophétie, c'est très 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 bon. J'en parlerai très bientôt parce que c'est clairement un manga que je lis tous les ans, tous les 2 ans, donc tôt ou tard j'en parlerai. Ah, encore un mois, bon ça va aller très vite pour la légende de Zoro. Pour Zoro, la légende de Alex Toth. Alex Toth, donc, qui n'est pas le scénariste, hein, c'est le dessinateur. C'est rare, mais ça arrive quelquefois que vous avez une sorte d'anthologie focalisée vraiment sur un dessinateur. Et dans ces cas-là, bah, vous avez des scénaristes qui s'enchaînent. Ici, on est chez un éditeur qui n'est pas un gros éditeur et à une autre époque, donc en 57. Donc il le dit du coup dans le. Bon, il prend la parole du coup Alex Toth, mais il. Ouais, un peu de choses près dans son édito, qui dit que bah, qu'à l'époque en fait il ne signait même pas en fait les différents intervenants sur les bouquins. Donc du coup là au niveau des scénaristes c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'ai adoré ce bouquin, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Il faut savoir qu'il est sorti en 57, autrement dit vraiment en parallèle de la série télé. Et ça se ressent, c'est déjà évident au niveau du dessin, où tu reconnais le sergent Garcia et Guy Williams en Zorro sans aucun problème, mais même au niveau de l'écriture, hein, tu as vraiment l'impression de lire des histoires qui auraient pu être dans la série télé. Alors ça c'est l'avantage si c'est ce que tu veux. Si tu es un peu nostalgique de la série télé, tu peux sauter là-dessus les yeux fermés. Après, c'est aussi dans un sens un inconvénient parce que des fois tu lis des histoires et tu as vraiment même l'impression d'avoir déjà vu ça en épisode. Donc c'est vrai que ça par contre c'est un peu plus dommage. Mais bon, c'est de l'ordre du détail. Si c'est vraiment quelque chose que vous recherchez, si encore une fois vous êtes nostalgique de la série télé des années de 57, qui en plus n'a pas tant d'épisodes que ça, ben voilà, vous avez un petit supplément d'épisodes avec ce gros pavé, parce qu'il est costaud. Et franchement, c'est pas mal du tout. Bien évidemment, si vous n'aimez pas la série Disney, ça n'a ni queue ni tête de le prendre. Mais si vous avez apprécié, clairement, je pense que vous pourrez vous y retrouver avec celui-ci. Mais d'ailleurs, la série Oui, Matt. de 57, un peu comme Walker Texas Ranger, une série que je regardais avec ma mère chez mes grands-parents après le. Ah, je crois que c'était pendant plus. Je sais plus si c'est après le JT sur la 3. Enfin voilà, c'est donc Oui, bon c'était la sur la 3, bien nostalgie. Donc sûr. il faudrait Le peut-être que j'y dimanche jette un soir. œil parce que voilà. Ouais, et tout à fait. Donc bon, si c'est dans ce même truc-là et que la nostalgie aide, peut-être y jeter un œil. Ah non, mais c'est clair. Moi, c'est On va pour voir. ça, tu sais, le dimanche soir, vraiment la dernière ligne droite avant le dodo, puis bah, du coup l'école. Donc, t'avais les oraux, t'avais les sacs cartoon, je sais pas si t'as connu. T'as des petits trucs Ah, comme c'est un peu trop ça. vieux. Des petits trucs comme ça. Où, Pas ça. Ah ouais. Non, sac cartoon, t'as pas connu. Non, non, c'est pas, c'est un peu trop avant ma génération. Quelle belle façon de dire non, non, t'es un peu trop vieux. J'avais dit ça au début, mais je me suis dit, ah, on va pas aller mettre un petit coup de, Tu es bon et généreux. un peu de compassion. Bon, après, j'ai envie de te dire, ma Moi, fille, elle moi a vu une aussi, photo de moi hier quand j'avais les je cheveux. Elle deviens m'a dit, hey, la, papa, t'étais beau avant. Je fais, ah, merci, ma chérie. avant. Oui, ouais, t'étais beau avant. Heureusement que le matin, Ouais. le jour-là, elle m'avait dit que j'étais beau, parce que sinon, laisse tomber la déprime. Ah oui, ouais. Ah mais les enfants, ils ont le don pour, même sans le faire exprès, même sans vouloir être méchant, ils te sortent des punchlines. Dur. Alors, je vais répondre à Matt. Alors, la série espagnole Zorro m'intéresse, mais le problème, c'est que si j'ai bien suivi, c'est vraiment une série espagnole. Et du coup, bah, un peu comme La Casa des Papel, en étant à moitié espagnol, c'est tellement rare qu'il y ait une série qui m'intéresse venant bah, de l'Espagne que j'aimerais vraiment bah, me la faire en espagnol tant qu'à faire. C'est juste que bah, du coup, se la procurer en espagnol, c'est pas super facile. Je vais voir si je peux pas me rapprocher de ma famille. Parce que j'ai encore de la famille là-bas. C'est pas une série Prime Video? T'as pas, je sais plus. Même en admettant que ce soit une série. Tu crois que c'est une série Prime? La série de l'Espagne? Je sais plus. Bon, on va Il pas. me On va semble, pas. enfin, Vas-y, reprends je ne sais pas. ton fil, je me renseignerai. On va pas regarder ça maintenant. Alors, eh bien, au moins j'ai décidé de me replonger dans le trône de fer. Je n'arrêterai jamais d'en parler jusqu'à que je meure ou que Martine meure ou qu'il sorte un nouveau bouquin. Je sais pas, mais bordel. Alors, je suis en train de raviver de vieilles douleurs. Faut que je me calme. Ça.
Et ben alors c'est quand je préparais les slides, on était le 28 octobre, et c'était en fait, tout pile, jour pour jour, les 10 ans. Alors ce qui est en outre-Atlantique connu comme The World of Ice and Fire, chez nous c'est le Trône de Fer, les origines de la saga. Bon, en France on n'est pas toujours très très doué pour traduire de manière un peu poétique. Oui. Bon bah ici c'est encore un peu le cas malheureusement. Mais enfin bon, c'est pas le plus important. Donc voilà, c'était un peu, pour les 10 ans du bouquin. Alors ça fait un moment que je savais que c'était les 10 ans, mais voilà, j'ai appris que c'était jour pour jour récemment. Mais bon, en tout cas pour les 10 ans, je me suis dit: je vais un peu me replonger dedans». Alors j'ai pas tout relu parce que c'est quand même un gros bouquin, en termes de di alors je l'ai Ah, pas, tu l'avais déjà lu alors? je crois que je l'ai pas ici. Je l'avais déjà lu, mais mmh, alors attends, c'est après avoir lu la saga principale, 2019. Oh, je pense que ça fait au moins 3 4 ans, pardon, que je l'ai lu, donc ça fait un peu de bien de se remettre dedans. Et donc après c'est un gros bouquin, alors je sais pas si on voit bien en termes de rapport, mais ouais, c'est un bouquin qui est un gros bouquin, c'est pas juste un format de poche. Voilà, bon, c'est un bouquin illustré, donc forcément c'est important d'avoir. Je sais pas si j'ai un truc qui fait la même. Je crois que j'ai un truc qui fait à peu près la même taille. N'oublie pas, c'est une émission tout public. Ah. Oh non, ah, bon après je prends le Je compliment. préfère le dire parce que. Hop. Bon, c'est même encore plus grand que ce format de Watchmen. Voilà, vous voyez ma tête à côté. Oui, Voilà, c'est et au encore plus niveau de grand que l'épaisseur, ça, c'est la et donc même voilà. aussi? C'est similaire, je pense, mais c'est plus grand. C'est quand même, voilà, si vous voulez, je sais pas, genre, taper quelqu'un avec, ça marcherait bien, par exemple. Émission tout public, bien sûr. Hop. Voilà, et on n'oublie pas, on ne Donc tue bon, pas, même si la personne n'est pas gentille. voilà, même si c'est comme dans Noise, c'est pas sympa. Voilà. Donc, de quoi ça parle en fait finalement? Alors c'est vraiment pour les gens qui sont, à fond dans l'univers de Martine, puisque, comme le titre français l'indique de manière un peu plus, factuelle et premier degré, c'est un peu la bible en fait de l'univers, où on retrace, l'histoire de Westeros, et aussi l'histoire, un peu de toute la planète finalement, des grandes maisons, des villes les plus connues, les recoins les plus peut-être les un peu moins connus, des recoins même beaucoup moins connus, et un peu comme l'était, Feu et Sang, le livre dont House of Dragon, est une adaptation. Donc Feu et Sang, c'était, alors c'est un livre pour nous, mais ça faisait aussi partie, c'est comme si c'était un livre pour l'univers même dans lequel les personnages évoluent. Donc c'est un livre qui fait partie aussi de la diégèse. Donc c'était, écrit par les maîtres de la citadelle de Westeros, etc. Et c'était un peu raconté comme une chronique historique, comme si c'était écrit, par des historiens chez nous en fait finalement. Et là ce bouquin c'est un peu la même chose, où c'est écrit euh, dans l'univers même. Donc c'est pour ça que parfois il y a certaines lacunes. Parfois, on prend des sources qui sont pas forcément très stables. Donc voilà, on joue encore un peu sur le mystère, sur on sait pas vraiment si c'est vrai. Et plus évidemment, on remonte dans le passé, ou plus on va loin, on est sur des possibles, des peut-être, on n'est pas certain. Donc voilà, même si on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'univers, on reste quand même, on garde un certain voile de mystère pour garder un peu cet aspect de, on veut en savoir plus. Voilà, donc pour avoir gardé un peu le côté un peu aventure du truc, voilà. On dévoile pas le tout d'un coup, ce qui peut parfois amener un sacré. En fait, enlever le mystère, ça enlève un peu aussi tout l'intérêt de faire des théories, voilà, de chercher un peu à comprendre comment fonctionne l'univers. Donc voilà, je trouve que le bouquin en dévoile beaucoup, mais donne surtout un peu plus de matière à faire encore plus de théories, parce qu'il arrive à trouver un équilibre ou pas trop en dire, quoi. Euh, j'ai mis pas mal d'images parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bouquin qui est illustré. Et alors on a plein de d'artistes différents. Heu, alors en bas au milieu, on a des Valériens, donc un peu l'ethnie des Targaryens, qui a été fait par, alors ce dessin-là, c'est par une illustratrice française qui s'appelle Magali Villeneuve, qui a bossé sur plein de trucs.
À gauche, on a, le Trône de Fer tel que, qui a été un peu adoubé par Marty lui-même en mode c'est un peu la représentation la plus fidèle à ce que j'ai dans ma tête. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le trône dans les bouquins, c'est ça. C'est un truc qui fait ouais, je sais pas, 7 m de haut, enfin un truc dans le genre. Ouais, ça fait passer Et les, c'est les aussi par, décorateurs des séries télé pour des petits joueurs, du coup. beh, après, c'est quand le trône et c'est un peu calé sur la première saison de Game of Thrones, il y avait pas tant d'argent que ça et puis bon après en termes de danger tout ça, c'était un peu compliqué, même si je trouve que dans House of Dragon, ils ont trouvé un bon compromis, où ils se sont un peu plus étalés, plus que horizontalement plus que verticalement. Je trouve que ça arrive un peu à faire un bon, un compromis entre la série, la première série qui était vraiment, bah, c'est juste une chaise avec des épées et les bouquins où c'est vraiment un truc, monstrueux et quasiment impossible à faire en vrai. Donc, voilà. Mais oui, dans les bouquins, c'est hardcore et beaucoup de choses sont un peu plus hardcore dans les bouquins ou en tout cas plus fantastiques ou un peu moins réalistes. Donc on est, typiquement, voilà et l'illustration du Trône de Fer est également fait par un Français, bah, je crois que c'est Marc Simonetti, aussi donc voilà, nos Français ont du talent. Ah ouais, il a fait d'autres illustrations et cetera, mais voilà donc si vous cherchez aussi un bouquin où il y a plein d'images cool, vous pouvez foncer là-dessus. Voilà, on a des dessins de bataille, du trône, on a même, la carte, qui sert aussi un peu à alimenter en mode: «Ah qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est violet dans ce coin-là?» Voilà, je remets des images parce que je les trouve toutes, méga stylées. Voilà, on a des trucs qui font très, peinture de couronnement, un peu à la Napoléon, ce genre de choses. On a des trucs de guerre. On a même des dessins une des interprétations de Valéria, donc un peu cet empire perdu, qui s'est pété pendant je sais pas comment on dit en français, mais genre The Doom, la catastrophe, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, c'est un peu ouvrir d'autres horizons sur l'univers du Trône de Fer, donc si c'est un truc qui vous tente, bah, c'est vraiment la Bible, comme on dit, la Bible et c'est beau. Après c'est un peu, c'est costaud, hein, c'est beaucoup de noms, c'est beaucoup de dates, heu, voilà donc mais c'est particulier, mais si vous êtes à fond dans l'univers, ça ne peut que être pour vous quoi, finalement.